Avec les découvertes des neurosciences, l'hypnose ne peut plus être l'hypnose telle qu'on la connaissait, pleine de mystères et de folklore. Elle évolue et change de nom. Bienvenue au TAC, technique d'activation de la conscience. Vous souffrez d'une douleur chronique, le signal passe par le cerveau. Avec les TAC, il suffit de l'accueillir et de l'orienter pour s'en défaire. J'ai le plaisir d'accueillir de grands spécialistes, le docteur Jean Becchiot et le docteur Sylvain Pourchet, qui vont tout nous expliquer. Bienvenue dans les virtuoses des TAC. Les virtuoses des TAC, on a adopté le nom pour vous faire honneur. Docteur Jean Becchiot, c'est vous qui avez inventé ce nom de TAC. Mais avant d'en parler, je voudrais que vous vous présentiez l'un l'autre. Oui, je vais présenter Sylvain, puisque je suis l'ancien et ça c'est le petit jeune. Sylvain, c'est une ressource que j'ai rencontrée au début du XXIe siècle. Il était mon patron dans un service de soins palliatifs de la région parisienne. Il m'a beaucoup apporté en me faisant découvrir l'univers magique des soins palliatifs et de la douleur. Et je pense que je vais apporter un petit peu en lui faisant découvrir l'hypnose. C'est un grand personnage qui a occupé de grandes responsabilités au niveau de l'assistance publique et qui encore occupe de grandes responsabilités. En ce moment, on parle de la fin de mort. Ça va être une loi qui va passer bientôt. Il est un des spécialistes les plus consultés pour donner son avis à ce propos. Donc Sylvain, vous avez découvert l'hypnose et les TAC grâce au docteur Jean Becchiot? Tout à fait. Moi, j'ai la grande chance d'avoir débuté ma carrière hospitalière dans l'unité de soins palliatifs dont Jean vous a parlé. Et dans cette unité, Jean pratique l'hypnose. Moi, j'en ai pas entendu parler à cette époque-là, au-delà du côté un peu théâtral, j'allais dire. L'hypnose médicale, je ne connais pas. Et je découvre cette hypnose. Je découvre après que Jean, en fait, il s'est formé à l'hypnose et même il a été l'un des découvreurs et des importateurs de l'hypnose dite ericksonienne en France, qu'il l'a enseignée. Il a créé un des premiers enseignements universitaires d'hypnose. Et pour moi, du coup, c'est normal d'accueillir tout ça et de découvrir à quel point ça soulage les patients, les familles, et puis l'équipe soignante se formant, moi y compris, de découvrir à quel point cet outil est formidable dans le soulagement des différentes douleurs et souffrances qu'on accueille en soins palliatifs. Ouais, parce que vous avez découvert l'hypnose dans les années 70. Oui, moi j'ai découvert l'hypnose. À l'époque, j'étais jeune, j'avais les cheveux longs, voilà, et j'étais en salle d'internat, j'étais interne, et j'ai vu une affiche où on montrait « Formez-vous à l'hypnose en un week-end » en allant à l'hôpital Lariboisière. J'ai couru, j'y suis allé, pour des antécédents dont je ne vais pas parler ici, une heure c'est trop court. Je me suis formé à « Regardez-moi dans les yeux, dormez, je le veux ». Et en 2 jours, on apprend ça très rapidement. Je l'ai pratiqué moins d'1 année, car je me suis rendu compte que ce n'était pas très respectueux pour le patient et que le patient était soumis ou pensait être soumis et que moi je le dominais. Et donc je l'ai laissé tomber. J'ai eu par chance la chance de découvrir l'hypnose dite ericksonienne au début des années 80, importée par Jean Gaudin. Et là, je me suis formé. Et là, j'ai adoré, j'ai pratiqué. Ensuite, j'ai enseigné. Et après, j'ai évolué vers des techniques plus dynamiques. J'ai rencontré Sylvain et d'autres personnes. J'ai rencontré des personnes au Collège de France où j'ai eu la chance de pouvoir mettre un pied et puis après 2 pieds. Et là, ce plongeon dans l'univers, je dirais, de la science moderne nous a fait quitter certains éléments de l'hypnose sans renier l'hypnose. On ne brûle pas ce qu'on a adoré, comme le fier-cicambre, on construit dessus et on a évolué vers ces nouveaux concepts de techniques d'activation de l'attention et de la conscience. Alors moi, ça me plaît beaucoup le mot TAC et c'est vous qui l'avez inventé. C'est une invention, disons, c'était une sorte de logique parce qu'on sait qu'on agit sur l'attention pour modifier la conscience. Alors il y a le fond et puis il y a la forme. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de ne plus parler d'hypnose aux patients, ça fait gagner du temps, puisqu'on n'est pas obligé de démystifier, on n'est pas obligé de dire vous n'allez pas être soumis justement au contrôle de quelqu'un d'autre, qui demande beaucoup de temps. Et finalement, en quittant ce mot hypnose, on va apporter, avec ce mot aussi dans lequel il y a conscience, on va apporter vraiment un système plus court, plus simple, plus rapide. On n'a pas fait dans cette intention au début et on s'est rendu compte, oui, qu'une partie de la patientèle
qui ne venaient pas à l'hypnose par peur un peu de l'hypnose théâtrale, disons, mais venaient chez nous et étaient contentes. Oui, on n'avait pas besoin de démystifier. Et une partie de la patientèle qui venait attirée par l'hypnose, lorsqu'on est passé à ce nouveau concept, ils ont apprécié aussi cette nouvelle forme, disons, de simplifier, car on le verra peut-être, de l'hypnose au TAC, c'est une question de simplification. Donc en fait, vous avez raccourci des protocoles en enlevant des choses qui vous ont paru inutiles. Vous vous êtes focalisé sur certains protocoles, ce qui fait que quand vous enseignez les TAC à des personnels qui travaillent dans les hôpitaux, des aides-soignants, des docteurs, etc., du coup, la formation est beaucoup plus courte. Oui, on fait des formations. Quand j'enseignais l'hypnose ericksonienne ou l'ancienne hypnose, ça prenait 1 semaine, 2 semaines, parfois même on arrivait à trouver 3 semaines parce qu'il y avait 40 items à enseigner. Maintenant, il y en a 10. Ça ne veut pas dire que les autres étaient inutiles. On a essayé de les évaluer et voyant que l'évaluation montrait que si on les enlevait, on n'enlevait rien à la technique. Au contraire, on la rendait un peu plus performante. On a simplifié. Et ces 10 points, oui, on les enseigne avec Sylvain. La semaine prochaine, on sera dans un hôpital ou à l'hospitalisation à domicile de l'Île-de-France. En 3 journées, c'est nettement suffisant. Oui, vous êtes des grands formateurs puisque vous avez formé jusqu'à 600 personnes en même temps dans des grands séminaires. Et donc, vous transmettez ces 10 points. L'idée, on parle de technique. C'est donc un outil. C'est un outil qu'on essaye de mettre à disposition de professionnels. J'en parle des formations que nous faisons. Dans ces formations, il y a effectivement des médecins, il y a des psychologues, il y a des infirmières, des aides-soignantes. Bref, on ne va pas leur enseigner leur métier à ces personnes-là. Par contre, on va leur enseigner une technique qu'elles vont pouvoir adopter, personnaliser dans le cadre de leur métier. On peut parler des kinés, on peut parler des ostéos, bref, des professionnels de santé qui connaissent leur métier, savent donc soigner un patient. Ils vont l'utiliser dans le cadre de leur métier. Et vont utiliser, potentialiser quelque chose. Oui, tout à fait. Donc, pour se former, du coup, il faut faire partie du monde médical. Parce que c'est lié. Là, on va parler de douleurs chroniques, donc c'est lié de toute façon aux soins. Pour les formations, alors vous avez dit 600 personnes, c'est pas arrivé en France, c'est arrivé en Russie, parce que j'ai la chance depuis 30 ans d'enseigner en Russie pour des raisons familiales, disons. Et là, il y a des gros amphithéâtres, bon, c'était un enseignement différent. En France, on enseigne à des groupes justement assez restreints, entre 10 à 20 personnes maximum, pour pouvoir avoir le temps de les bichonner, de les filmer, de les projeter. J'ai confondu avec une conférence alors. Oui, allez, les conférences, oui, on fait des conférences, mais tout le monde fait des conférences avec 500, 600 personnes, ça c'est pas exceptionnel. Mais nos formations, oui, 3 journées sont maintenant suffisantes pour acquérir ces 10 points techniques, à la condition, justement, qu'on ait une formation professionnelle dans le domaine de la santé antérieure. On s'est rendu compte, par exemple, en soins palliatifs, on a essayé de former les bénévoles qui n'ont pas de formation médicale. Là, le passage se faisait moins vite et moins rapidement. Le contact avec la maladie, le malade, le patient est nécessaire pour faciliter l'introduction de ces 3 journées. Donc aujourd'hui, nous allons focaliser sur les douleurs chroniques. Alors, il ne faut pas focaliser sur ces douleurs, c'est justement tout le contraire de ce que vous proposez. Le sujet, c'est douleurs chroniques. Mais justement, le secret, c'est justement de ne pas focaliser dessus. Alors, il y a beaucoup à dire, évidemment, sur les douleurs, puisqu'on est malheureux et qu'on souffre. Et on pense beaucoup à sa douleur. Il y a plusieurs façons d'appréhender sa douleur. Enfin, déjà, on dit sa douleur comme si c'était la sienne. Alors là aussi, il y a peut-être une simplification, ça je le dis et nous le disons à nos élèves même auxquels nous enseignons la médecine. Oui, les douleurs, on peut dire qu'il y a des douleurs neuropathiques, inflammatoires, par pression, par compression, tumorale. En fait, toutes ces douleurs, une fois que le diagnostic est fait par un spécialiste de la douleur, nous les traitons de la même façon. Pour nous, une douleur, ça correspond à un mot, inconfort. Et nous sommes des techniciens qui permettent de passer de l'inconfort vers le confort, grâce à la technique TAC. Donc diagnostic d'abord, avec un praticien sérieux dans le domaine de la douleur, et ensuite, quelle que soit la douleur, on va appliquer nos 10 points ou des techniques similaires. Disons. Alors ce qui est épatant avec les TAC, c'est que du coup, pendant la séance, vous apprenez aux patients douloureux en faisant réaliser un exercice, et comme prescription, il doit répéter cet exercice chez lui et il devient entièrement autonome. Oui. Donc il n'y a plus cette dépendance thérapeute-patient, mais au contraire, il y a l'autonomisation
du patient, c'est ce que j'ai compris. C'est tout à fait, tout à fait. Et c'est un point extrêmement important, cet apprentissage d'une technique. Les patients ont des ressources qui sont, auxquelles ils n'ont pas accès parce que la douleur qu'ils ressentent focalise toutes leurs ressources, toute leur attention. C'est comme s'ils étaient aveuglés par la douleur, ils ne pouvaient pas voir qu'autour d'eux, il y avait d'autres choses. Eh bien, par cette technique, la douleur est là, parce que ça, on ne peut pas la gommer. En revanche, on peut élargir le champ visuel, élargir à des ressources qui continuent d'exister, et quand on les repère, ça va permettre aux patients de les utiliser. Et la douleur et l'utilisation des ressources vont rentrer dans une sorte de compétition et on va augmenter la clarté globale de la pièce et mieux éclairer, on trouve les meilleures routes. Alors moi je viens vous voir et je dis voilà, j'ai mal quelque part, Oui. docteur c'est terrible, et d'ailleurs j'ai mal depuis bien de nombreuses années. Donc c'est comme si un peu toute ma douleur s'accumulait quand j'y pensais. Et j'ai l'impression que je vais avoir mal toute ma vie. Et donc je suis complètement désespérée maintenant que ça s'est installé depuis de nombreuses années. Et donc avec ce discours, je m'hypnotise, mais dans le mauvais sens du terme, pour me focaliser sur la douleur. Qu'est-ce que vous allez proposer ? Premièrement, on vous demandera peut-être pourquoi, enfin, vous dites que ça va durer toute la vie, ça personne ne peut le savoir, quoiqu'il y a parfois des praticiens qui vous disent cela et qui vous lancent cet anathème, et là on le garde avec soi et il s'incruste en nous. Donc nous ne faisons pas partie de ces praticiens, nous laissons toujours une porte à l'espérance, à l'espoir, et pas de façon irraisonnée. Ça c'est les soins palliatifs qui nous l'ont appris. Lorsqu'une personne vient en soins palliatifs, on ne parle pas de sa mort. On parle de 3 projets. Un projet immédiat, soulager sa douleur, sa souffrance. Un projet à moyen terme, installer du confort pour qu'elle puisse profiter de ses journées. Parfois des projets à long terme. On a marié 2 personnes dans notre service, on a fait passer un examen à un étudiant qui était dans notre service, etc. Donc on parle de projet de vie. Et avec les patients en dehors des soins palliatifs, c'est la même chose. On fait toujours une porte, on donne une porte ouverte vers cette lumière de l'espérance. Et à partir de là, on va demander au patient qu'il nous parle de son problème en ressenti. Que ressentez-vous quand vous me dites que vous avez mal à la tête, mal au ventre, mal aux pieds, etc. Et ce ressenti, qui est subjectif, on va le transformer en un objet, une image parfois, une image mentale, décrite ou scripturale. Et puis à partir de là, on va appliquer ces 10 points dont je parle dans le bouquin. Et alors, on parlait justement, quand le patient arrive en disant « je vais souffrir toute ma vie », donc il y a effectivement des médecins qui disent « ah bah, de toute façon, ça va durer toute votre vie ». Et vous avez donc non seulement pas ce discours-là, mais en même temps aussi, vous apprenez aussi à des médecins, je crois, à dire les diagnostics, à annoncer les choses, à informer de façon plus positive. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de phrases qui sont retournées dans un sens positif ? Ça, c'est beaucoup les infirmières, par exemple, auxquelles on a appris à l'école d'infirmière, et on a eu raison de leur apprendre à prévenir le patient, par exemple, pour faire un prélèvement, une piqûre. Il y a peu de personnes qui apprécient la piqûre, et on s'est aperçu que lorsqu'on dit « attention, je vais piquer », ça ne va pas faire mal, croyant rassurer le patient. En fait, si on regarde ce qui se passe dans le cerveau du patient à ce moment-là, ce sont les circuits d'alerte qui sont allumés. Parce qu'il y a piqûre, il y a mal, il y a douleur. Et donc, au lieu de dire « attention, je vais piquer, ça ne va pas faire mal », on va dire « je vais vous faire un soin qui va vous soulager ». Avec la même phrase, j'ai bien informé le patient qu'on allait faire quelque chose, juste que quand je dis un soin qui va soulager, soin, ça allume une lumière dans le cerveau qui est une lumière apaisante, et soulager, ça allume dans le cerveau une lumière qui est apaisante. On donne l'info avec des mots qui sont des mots médicaments. De toute façon, c'est vrai qu'on va à l'hôpital, on sait bien pour soulager nos douleurs, c'est pas pour avoir plus mal. Oui. Et donc vous dites la vérité. Non, oui. Mais c'est une façon, c'est l'art de dire. Ce qu'a dit Sylvain est très intéressant, cette phrase-là, elle est formidable. Et encore plus subtile. En tant que médecin, je lis les résultats d'un patient, je lui dis vos éléments biologiques sont bons, vos globules blancs, vos globules rouges, mais les eosinophiles sont un petit peu élevés. Mais ce n'est pas grave. Et je m'en vais. Eh bien, ce « mais » que je dis et ce n'est pas grave va jeter l'inquiétude dans le cerveau du patient. Parce qu'il y a « mais », c'est toujours mal reçu, ça détruit ce qu'on vient de dire. Si je dis « cette fille est jolie, mais elle a un grand nez », je détruis un peu la beauté de la jeune fille. Et si je dis « cette jeune fille est jolie et elle a un grand nez », là c'est Cléopâtre,
un des canons de la beauté. Et ça, on apprend ça. Vous nous demandiez ce qu'on apprend aux médecins. On leur apprend à utiliser ces subtilités de langage qui permettent qui facilitent la communication et agissent sur la neuroplasticité dont on n'a pas parlé encore, ouvrent des aiguillages finalement qui vont plutôt vers le confort que les aiguillages qui ferment et installent l'inconfort. Donc alors, comment on fait alors? Là, on a parlé des mots qui peuvent blesser ou des mots qui peuvent être des bons antalgiques. Donc ça, je pense que c'est vraiment... Il y a un langage antalgique. Il y a vraiment un langage antalgique. Absolument. Voilà, donc ça peut aider justement quand on a ces douleurs. Donc vous ouvrez la porte de l'espérance et vous parlez aussi du confort, donc à court terme, à moyen terme, et puis des projets de vie. Donc c'est la même chose qui se passe en consultation? Oui, tout à fait. Ça, c'est très important. Jean vous le disait, on va évoquer le patient il vient pour un problème, on évoque le problème, on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. En revanche, dès qu'on a circonscrit le problème par une image mentale ou une image dessinée, enfin différentes techniques, on va travailler à partir des ressources avec des éléments de langage particuliers, de la motricité. Nous, dans notre jargon, on parle de proprioception, c'est-à-dire de l'équilibre, de la tonicité corporelle, physique. On va engager le corps, parce qu'engager le corps, c'est engager l'esprit aussi. Corps et esprit, on va les engager dans une énergie transformatrice. Et cette transformation, c'est au cours de l'exercice que ça se fait. Et puis le patient qui apprend cette technique, eh bien, on va lui donner des devoirs. On va lui dire, voilà, vous avez fait cet apprentissage aujourd'hui, en rentrant chez vous, voilà comment vous allez refaire pour consolider cet apprentissage. Moi, si j'apprends à faire du vélo, si j'apprends à faire de la guitare, je vois que vous avez une guitare ici dans le studio, mon professeur de guitare, il va me dire, voilà, tu mets tes doigts là, tu fais ci, tu fais ça, et puis on se revoit la semaine prochaine, et en attendant, tu vas faire tes gammes. Et l'apprentissage marche toujours de cette façon. Donc c'est une responsabilisation de la personne qui doit appliquer... Oui, ça c'est important. Et en plus, les études nous montrent que, y compris pour l'hypnose, que vous défendez de belle façon sur votre chaîne, les patients qui pratiquent l'auto-hypnose ont des résultats bien plus performants et plus durables que ceux qui ne la pratiquent pas, qui se contentent de la séance d'hypnose au cabinet du praticien. Donc ça, cette pratique, cette auto-pratique est importante. Donc en une séance, ils ont déjà le chemin qui leur permet de reprendre les exercices. Oui, tout à fait. Et même se les approprier en fait. Et se les approprier et les personnaliser d'une certaine façon. Ils vont apprendre à apporter des éléments de plus en plus, construire des chemins qui leur sont de plus en plus adaptés. Donc dans cette conversation du départ, il y a la confiance qui s'installe. Et dans votre livre, vous en parlez magnifiquement bien de cette confiance thérapeute-patient qui repose sur une équation particulière. Oui, c'est l'équation de la confiance. C'est d'ailleurs Sylvain qui a mis sa plume au service de cette équation qui vient du monde du commerce, en fait. Oui, enfin, du management, de la stratégie. Tout à fait. On a piqué, vous voyez, on ne pique pas que aux neuroscientifiques. On va regarder partout où il y a des techniques qui ont éprouvé leur efficacité parce que, comme vous le disiez très bien, ça fait gagner du temps. Et un patient qui est douloureux, quelle que soit l'origine de sa douleur, c'est pressé de trouver un soulagement. Il y a une grosse attente en fait. La personne arrive, il y a une grosse attente, elle est souffrante, donc elle attend. Et donc elle est disposée finalement, donc elle est ouverte. Et elle est déjà quelque part un peu, alors du coup on ne peut plus dire en hypnose, du coup on peut dire elle est déjà activée. Elle est déjà activée. Alors, pour certaines personnes, pas pour tous. Alors, voilà, pas pour tous. Mais certains patients ont tellement peur, parce que la peur, c'est l'émotion la plus gênante pour les patients et pour nous, les thérapeutes. Et cette peur ferme, justement. Et donc, la première partie va consister à créer la confiance et à créer aussi ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Et on sait, là, ça minimise un petit peu, finalement, je ne devrais pas le dire, la puissance de nos outils. On sait qu'un outil, quel qu'il soit, hypnose, EMDR, thérapie, médiumnité, tous ces outils particuliers qu'on emploie, il n'intervient que pour 15% dans la réussite thérapeutique. Le reste, c'est l'alliance thérapeutique. L'avantage avec les TAC, c'est que dans les TAC, on applique certaines règles dans les 10 points qui favorisent l'alliance thérapeutique aussi. Donc il y a les 15% plus ça. On arrive aux 5 piliers des TAC et là vraiment je me suis marrée en lisant votre livre pour le A, parce que du coup les 5 piliers ça va former le mot amour, donc ce qui est quand même très gentil et très sympa. Mais le A pour adapter, et vous racontez comment justement vous vous adaptez
à chaque patient, que vous n'êtes pas là pour faire le pédagogue, vous n'êtes pas là pour faire celui qui sait, vous n'êtes pas là pour... Et en fait, du coup, quand je vous ai un peu pré-interviewé, eh ben, j'ai eu l'impression d'être votre patiente, parce qu'à des moments, j'avais l'impression de raconter des conneries, mais que vous étiez dans cette position d'acceptation. Oui, une personne, vous dites, un patient qui veut apprendre, on est pédagogue. Un patient qui veut enseigner, parce qu'il y en a, eh bien on l'écoute et on profite de ce qu'il nous apporte. Et ça lui fait du bien de nous enseigner. Voilà un peu, disons, la règle de base de l'adaptation. Et vous donnez un exemple hyper drôle d'une dame qui veut vous demander des bas de contention et qui vous demande des bas de contorsion déjà depuis 30 ans. Depuis 30 ans, oui. Depuis 30 ans. Et vous sourcillez pas. Oui, et puis un jour, j'ai mis bas de contorsion sur mon ordonnance et à la pharmacie, c'est passé comme une lettre à la poste. Donc, et chaque fois maintenant, je lui mettais bas de contorsion. Après tout, pourquoi pas? On s'adapte. On s'adapte au désir du patient. Et donc, ça, je trouve ça vraiment épatant, cette posture. Comment vous l'enseignez, cette posture d'ouverture et de... Comment rester tout à fait soi-même en accueillant l'autre comme il est? Alors oui, ça ressemble un peu à un caméléon. C'est pas tout à fait un caméléon. Parce qu'en s'adaptant, dans notre tête, il y a le mot « O » de amour, et le mot « O » c'est orientation. Et on sait que notre moment à passer avec la personne, comme avec vous, on sait que le moment à passer avec vous, c'est montrer peut-être l'utilité des tâches. Avec le patient, on sait qu'on va vers un but, on l'oriente vers un but. Et en faisant cette adaptation, on garde ça en tête et on l'oriente vers ce but. Donc vous l'orientez vraiment en douceur, en prenant la personne telle qu'elle est. Moi, je trouve ça... Oui, ça va avec la simplicité dont vous parliez tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que le patient qui vient pour soulager sa douleur, il ne vient pas pour qu'on lui fasse une leçon d'orthographe ou qu'on corrige les valeurs de sa vie, etc. Donc si on discute là-dessus, on est en dehors du sujet, on perd du temps, on disperse aussi un peu l'information. Alors, en s'adaptant, en réorientant et en respectant l'univers du patient, on reste bien fidèle à la raison pour laquelle il est venu ou elle est venue nous voir. Et là, on avance plus vite. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est métamorphoser. Oui, ça c'est important. Ça c'est Václavic, notre grand maître, enfin moi mon grand maître, école que vous connaissez, de Palo Alto, vous avez été formé là aussi, vous. Et il nous a dit, il y a le changement de type 1, un monsieur qui boit 4 litres de vin rouge, ça y est, il vient. Je suis guéri, docteur, je ne bois plus 4 litres de vin rouge, je bois 4 litres de vin blanc. Ça, c'est les changements de type 1. Il y a les changements aussi de type, je dirais, 2. J'ai arrêté de fumer, merci docteur, et un an après, il revient et je refume. Et puis, il y a la métamorphose. 10 ans après, la patiente du patient qui était alcoolique nous dit, vous savez, docteur, mon mari, vous l'avez transformé. Depuis 10 ans, il ne boit plus. Et c'est cette métamorphose que nous vivons avec les patients, en particulier les patients douloureux. En agissant comment ? Non pas en guérissant leur douleur, par exemple les fibromyalgies qui vont garder leur fibromyalgie et leur douleur, en améliorant leur qualité de vie. C'est-à-dire on ne s'intéresse plus au quantitatif, tu ne fumeras plus, tu ne boiras plus, voilà. On s'intéresse au qualitatif. Tu peux continuer à avoir ta douleur et tu vas réussir à avoir une qualité de vie améliorée. Tu ressortiras, tu iras au cinéma, tu feras du sport, tu feras des câlins avec ton mari, ta femme, ton copain, ta copine. Voilà des choses que tu ne faisais pas à cause de ta douleur. Voilà un peu ce qu'on appelle la métamorphose. Donc la douleur ne va pas forcément disparaître, mais elle ne va plus empêcher de vivre. Et elle ne va plus empêcher de vivre. On enlève le mais. C'est une énorme différence par rapport au détournement d'attention, puisqu'on utilise dans les TAC le terme attention. Souvent on nous dit, vous faites du détournement d'attention, j'ai mal, pense à autre chose, et du coup ma douleur disparaît. Alors tout le monde a cette expérience, effectivement, si je pense à autre chose, pendant 5 secondes, 1 minute, effectivement je n'ai plus mal. Et puis dès que j'arrête de penser à autre chose, la douleur se rappelle à mon bon ou pas bon souvenir. Donc cette transformation amorcée par le détournement d'attention est intéressante. Il faut réussir à lui trouver un prolongement, à ce que l'effet soit durable. Et c'est là où ces techniques vont aller dans le sens d'une consolidation de ça et de ce phénomène. Alors, pour donner un exemple du détournement d'attention prolongé, la pratique des exercices. La pratique des exercices. C'est-à-dire que si je ne sais pas jouer de la guitare et que je veux apprendre à jouer de la guitare, il va falloir que je pratique. Et j'aurai la métamorphose. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, comme disait l'autre, je saurai jouer de la guitare et même si je pose l'instrument,
1 an, 2 ans, 10 ans après, je reprends la guitare, je ne suis peut-être pas au même niveau de virtuosité, mais je continue de savoir jouer de la guitare. Un apprentissage qui est mené à un certain seuil, au-dessus d'un certain seuil, est un apprentissage pérenne. On est passé dans la métamorphose. C'est une sorte de médicament aussi, dans le sens, ça a marché quand j'étais dans le cabinet de Oui. mon médecin, et donc du coup, j'emmène ce médicament, enfin cette technique chez moi, et donc je reprends Oui. cet médicament. Il y a un côté chemin déjà utilisé dans mon cerveau Tout que à je fait. vais pouvoir réutiliser. Belle métaphore, et cette métaphore du chemin, justement, pour prolonger ce que vient de dire Sylvain, on apprend aux patients, c'est le U de amour, à utiliser ce qui est sur son chemin, qu'il ne voit plus, qu'il n'entend plus, qu'il ne goûte plus, qu'il ne savoure plus. Car le patient douloureux devient un peu comme les singes, vous savez, qui ne regardent plus, qui n'entendent plus, vous en parlez souvent dans vos émissions. Et on leur apprend à réouvrir la bouche pour goûter la vie, respirer la vie, ouvrir le nez, ouvrir les oreilles pour entendre les messages qu'apporte la vie et regarder autour de soi les 1001 trésors. Il y a la guitare, mais il y a d'autres choses, il y a ce bel ours dans votre entrée, etc. Et quand on voit ça, bien ça stimule notre connectum et ça nous distrait, comme l'a dit Sylvain, de la douleur. Et donc après, on est R, respecté. Ça, c'est important, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, parce que le thérapeute doit respecter la spiritualité. Elle revient au premier plan en ce moment. Une personne qui croit, par exemple, à des vies antérieures, à des croyances, à la condition qu'elle soit dans un cadre éthique, on le respecte. Respecter l'intimité de la personne, on le respecte par notre technique qui n'est pas intrusive. On ne va pas leur demander quels étaient les traumas anciens. En revanche, en appliquant la technique qu'on applique, parfois un trauma ancien peut venir. À ce moment-là, il est actualisé et on va le traiter dans l'actualité de la vie maintenant et non pas aller le rechercher dans un passé sur lequel on ne peut pas agir. Voilà donc le respect. Donc là, on a un petit peu la théorie, on a vraiment envie de passer à la pratique, parce qu'évidemment, on peut en parler, mais le fait peut-être de vivre une expérience, ça peut montrer un petit peu comment vous faites, c'est-à-dire on va activer l'attention, puis on va penser à autre chose, puis autre chose. Alors, je suis prête à me prêter. On le fait, Oui. on le fait avec vous. Alors, je suis prête à me prêter, bien, comme je le fais souvent dans cette émission, à toutes sortes d'expériences. Vous êtes extraordinaire, quel courage. Justement, en prenant quelque chose Jean vient de l'expliquer, on n'a pas besoin, nous, quand on enseigne la pratique des TAC, on n'a pas besoin de tout savoir ou de tout connaître. Donc je vous propose même, si vous êtes d'accord, on va faire une technique où, si vous voulez me dire un mot, vous me dites un mot, mais je n'ai pas trop besoin de savoir ce qui se passe dans votre Donc je peux même dans travailler votre sur un thème sans le dire. Oui, voilà, si vous donc si vous voulez. j'explique que je souffre d'une douleur chronique, mais vous ne saurez pas à que c'est parce que ça me regarde. Mais donc justement, ce que va faire Moi, ça me suffit. Sylvain, du coup, ça sera universel, c'est-à-dire que ça pourra être utilisé pour toute personne qui va nous écouter. Eh bien, ce que je vous propose, justement dans ce contexte-là qu'on vient de dire, c'est de fermer les yeux quelques instants. Alors, on va lancer le moment d'hypnose pour On lance le moment d'hypnose. Alors, c'est pas le moment d'hypnose, c'est le moment des TAC. Le moment d'hypnose des TAC. Je vous propose, Catherine, pour lancer ce moment d'hypnose TAC, de fermer les yeux. Et dès que vous avez les yeux fermés, vous allez porter votre attention précisément sur cet inconfort que je n'ai pas besoin, moi, de savoir, puisque c'est dans votre cerveau qu'on va chercher à allumer, finalement, à éclairer de nouveaux chemins, pas dans le mien. Vous allez porter votre attention sur cet inconfort, quelques secondes. Vous allez même peut-être essayer de trouver l'image, comme si vous étiez une enfant là, en train de dessiner. Je sais que vous êtes talentueuse dans les représentations, il y a des jolis tableaux là autour de nous. L'image qui correspond pour vous à cet inconfort. Voilà, juste ça. Voilà. Et puis, je parle des tableaux, on est dans cet endroit voilà, qui est assez inspirant, je dois dire. Vous l'avez aménagé de cette façon. C'est plein de ressources. Ce sont les vôtres, celles que vous avez sélectionnées. Juste avant de démarrer, mais on a déjà démarré cet exercice, vous allez imaginer, au sens image, là encore peut-être, ce moment où ça va bien, le but. Quand vous êtes dans ce soulagement, et voilà, très bien. Cette image qui représente pour vous, voilà, ça sera, on a programmé notre GPS, vous voyez, on a le point de départ, on a le point d'arrivée, bon, il n'y a plus qu'à y aller et à trouver le bon chemin. Le bon chemin, ce que je vous propose, c'est de laisser venir un moment réel de votre vie. Et pas n'importe quel moment, c'est un moment d'apprentissage. Un moment où vous apprenez quelque chose,
un apprentissage de l'enfance, de l'adolescence, de ce matin, j'en sais rien, mais vous voyez, quelque chose qui vient comme ça très simplement et spontanément. Et peut-être là, si vous en êtes d'accord, je vous propose de me dire un mot ou le titre de cet apprentissage. Voilà, juste ça. Alors, c'est vraiment, je me souviens quand ma mère m'apprenait à faire des pâtés de sable. Bon, c'est ce qui est Voilà, oui, arrivé. on laisse. Vous voyez, ce côté, voilà, allez, on garde la surprise et même le sourire et le rire de ces pâtés de sable. C'est ce qui est venu, Retrouvez, c'est voilà. ce qui est venu, Et voilà. c'est là, retrouvez justement ce moment très particulier où votre mère vous apprend à faire ces pâtés de sable. Et intéressez-vous, dans ce moment-là, à votre position, à la position de votre corps. Votre corps, voilà, vous avez cet âge-là. Voilà, la posture, très bien, hein, comme vous faites. La posture que vous avez, l'équilibre de votre corps, la façon dont vous vous mettez en mouvement, parce que l'apprentissage des châteaux de sable, c'est pas n'importe quoi. Ça demande, voilà, une sacrée technicité, ça demande d'acquérir des habiletés. Observez la façon dont vos mains, par exemple, voilà, utilisent les outils que vous avez besoin d'utiliser pour construire ce château, puisque c'est une construction. La façon dont votre regard est en train à la fois de diriger, bien sûr, l'action que vous êtes en train de faire, d'orienter peut-être les gestes ou autre chose, d'observer autour. Oui, tout autour, le décor particulier, voilà, très très bien, dans lequel vous vous trouvez, là, je ne sais pas, voilà, il faut du sable pour construire un château Il de faut du sable, sable, ben mais voilà. pas n'importe lequel. Pas Il faut n'importe qu'il soit lequel. humide, mais pas trop Et pas voilà, trop sec. et ça, vous C'est êtes en train justement, d'apprendre cela, et ce sable, je ne sais pas d'où il vient, mais là, vous êtes en train de le transformer, de l'utiliser, d'apprendre à l'utiliser, et de vous mettre justement à l'écoute, alors peut-être des sonorités ou des bruits de la musique, j'allais dire, de ce moment-là, peut-être des conseils ou des encouragements de votre maman, ou des questions que vous lui posez pour améliorer, j'allais dire, cet apprentissage. Et là, justement, en étant dans, voilà, très bien, comme vous faites dans cette écoute-là, observez l'émotion que vous ressentez, l'émotion au sens du mouvement intérieur, c'est ce que veut dire émotion, le mot. Eh bien, cette émotion, voilà, par vous-même, pour vous-même, vous aide à construire, justement, à structurer ce sable, à le transformer en un château. Un château, je ne sais pas dans quel pays il se trouve, celui-là. Dans votre pays à vous, ce château, cette exploration que vous êtes en train de faire, et vous le faites très très bien, eh bien, vous permet de découvrir, voilà, c'est très très bien, quelque chose qui est peut-être agréable pour vous, ou peut-être utile, dans tous les cas que vous utilisez, et qui est peut-être d'ailleurs en lien, ça je ne sais pas, avec l'image du but que vous avez dessiné, entre guillemets, tout à l'heure, ce tableau particulier, le vôtre. En vous mettant à l'écoute, ou en regardant, voilà, très très bien, dans ce moment, cette action, ce que vous entendez, ou ce que vous voyez, toutes ces ressources, voilà, très très bien, vous les mobilisez dans ce travail de construction qui renforce, qui consolide, justement, l'excellent travail que vous faites en direction de votre but. Et là, pendant quelques instants, profitez de ce qui vient, comme ça vient, il n'y a rien à réussir, hein. Moi, je ne parle pas, je reprends la parole dans un instant. Voilà, c'est très très bien, hein, comme vous faites. Voilà, juste ça. Et tout travail, lorsqu'il est terminé, eh bien, est accompli. Et ce que je vous propose, c'est, pour terminer, vous, cet exercice, et on va dire comment le refaire, justement, dans un instant, pour le terminer à votre rythme, quand vous l'aurez décidé, je vous propose de prendre 5 mouvements respiratoires un peu plus profonds. 5 secondes, 5 secondes. Et voilà, très très bien. Voilà, et à la fin du dernier, de faire, vous le faites naturellement, un étirement comme ça,
l'ouverture des yeux, hein, pour reprendre comme ça, centrée et tonifiée, souriante, vous l'êtes, dans le cours de cet entretien. Très bien. Je vous enverrai un texto pour vous dire S'il vous plaît, les améliorations. s'il vous plaît, les observations. Les observations. Donc pour le reprendre plusieurs fois de suite, cet exercice, qui est donc, je le rappelle, valable pour toute douleur chronique. Oui, cette trame, finalement, ce fil guide, ce que je vous propose, et aux personnes qui veulent d'ailleurs refaire aussi cet exercice peut-être, c'est ça. Quand il y a un inconfort, j'en parlais d'inconfort tout à l'heure, quelle que soit la nature de l'inconfort, ça me gêne. C'est le petit caillou que j'ai dans la chaussure. Dès que j'ai un petit caillou dans la chaussure, je cherche à l'enlever. Comment ? Le petit caillou, il est là, donc 5 secondes sur le petit caillou que je ressens. Et puis, tout de suite, je vais chercher un moment comme celui que vous avez trouvé où je suis en train d'apprendre quelque chose. Voilà. Et ça peut être surprenant. Hein. Oui. Voilà pourquoi on se fiche du pourquoi. Ce moment-là, il surgit là, et là, je vais l'explorer comme vous l'avez très bien fait. 1 minute sur le côté un peu moteur, un peu physique, sensoriel, on dirait, de cet apprentissage. Et puis 1 minute sur le côté émotionnel de cet apprentissage. Respiration, étirement, on passe à autre chose. Et cette gamme... Et après, vous l'avez ramené au soulagement, en fait. Vous l'avez ramené, l'apprentissage, vous l'avez ramené au soulagement à la fin, non ? Je vous ai rappelé qu'on faisait un exercice dans un but particulier. Ah, d'accord. Voilà. Ça fait partie de l'exercice, ça, ou pas ? D'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. Okay. Oui, parce que vous n'avez pas besoin de moi pour construire des châteaux de sable. Non. Voilà. En revanche, pour apprendre comment les châteaux de sable peuvent contribuer peut-être à votre soulagement, ça peut vous aider. Sylvain, j'avais visualisé donc la douleur qui avait une certaine forme, puis le soulagement de la douleur. Très bien. D'accord. Donc avec une modification de ma forme en fait. Ok. Donc après j'ai fait mon apprentissage de mes pâtés de sable. Voilà. Donc avec la sensorialité, le côté affectif de la chose. Et après du coup, je reconnecte au soulagement. Vous m'avez fait reconnecter au soulagement. C'est pas la peine. Moi, je vous ai parlé du but. Du but, d'accord, ok. Et du coup, j'ai essayé. Non, c'est ça qui est intéressant. Dans mon esprit, j'avais la forme, la sous-modalité quelque part du problème soulagé, qui se mélangeait du coup. Alors j'ai utilisé le sable pour vous voyez ce que vous soulager le truc. De dire est essentiel. Est-ce que je viens connecter les deux ? Vous venez de dire dans mon esprit. Oui. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas savoir tout ça. D'accord. Et j'allais presque dire, c'est pas très important que je le sache ou que je le sache pas. Mais c'est pour savoir si j'avais bien fait l'exercice. Vous avez bien fait l'exercice puisque vous avez ressenti quelque chose qui s'est passé. D'accord. Vous avez réussi cet exercice puisque vous l'avez fait et en le repratiquant, vous allez devenir de plus en plus experte en guitare ou en château de sable ou en soulagement de votre inconfort. Je le repratique donc quand j'ai mal en fait, au moment où j'ai mal. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. S'il vous plaît. L'idée, j'aime bien votre titre de virtuose parce que là, c'est pas moi qui suis virtuose ou Jean qui est virtuose, c'est le patient qui doit devenir virtuose. Voilà, donc nous, notre travail, c'est de l'aider à devenir l'expert de son soulagement, parce que généralement, il est l'expert de son problème. Hein. Alors vous écrivez, oui. Juste une petite modification, vous le pratiquerez au moins 1 fois par jour au début, et après vous le pratiquerez quand vous en aurez besoin. Mais au départ, il faut qu'il y ait un apprentissage presque obligatoire, disons, sinon... pendant 15 jours, pendant une semaine ? Un certain temps. Un certain temps, et quand vous sentez qu'il y a une amélioration qui s'installe, à ce moment-là, comme vous voulez. Voilà. Très bien. Bien. Je vous ai interrompu, vous disiez... Non, pas du tout. Alors, je ne sais même plus ce que je disais. Dans votre livre, vous disiez, vous avez... Non, je ne sais pas, vous disiez quelque chose, non. Enfin, je ne sais plus ce que je disais. Je ne sais plus du tout ce que je disais, du coup. C'est le sable, c'est un élément de grande transformation. D'accord. Et là, vous avez construit quelque chose qui est important par rapport à la problématique qui est la vôtre. Et la construction de l'émission, voilà, elle revient. Parce que justement, on discutait un petit peu pour préparer l'émission, donc on disait, voilà, ça vient soulager les douleurs chroniques, et après, les douleurs chroniques, on peut avoir la bonne surprise, donc le champ des possibles est ouvert, qu'elles s'en aillent complètement. Oui. C'est quand même nous... Moi, mon objectif, je le partage avec celui des patients qui veulent être soulagés. Après, je ne sais pas si cette technique va être suffisante, si elle devra être complétée, si le niveau de soulagement, est-ce que ça va satisfaire le patient ou pas. J'ai vite hâte d'avoir mal pour pouvoir tester. L'objectif, c'est toujours d'aller aussi loin qu'on peut aller avec cet outil-là. Et là, nous avons des réponses sérieuses et scientifiques, hein, c'est-à-dire, par exemple, dans le cas de colopathie fonctionnelle chez des enfants,
On sait que sur des études pratiquées sur des centaines d'enfants qui ont pratiqué ces techniques d'activation de l'attention et de la conscience, 86%, un an après, étaient améliorés. En pratiquant ou sans pratiquer, disons, parce que quand ils sont améliorés, ce n'est plus la peine de pratiquer. Donc on a quand même des évaluations sérieuses et publiées dans des grandes revues, Gastroenterology avec un Y à la fin, donc la revue américaine, voilà, et puis d'autres études dans d'autres domaines qui nous montrent cette efficacité réelle. Ouais. Oui, parce qu'on a la liste maintenant, enfin très précise, avec beaucoup d'études sur l'hypnose médicale et les TAC, de toutes les maladies qui peuvent être prises en charge et apporter des soulagements. Tout à fait. Donc effectivement, on a beaucoup, enfin l'échopathie fonctionnelle, donc beaucoup de choses qui sont toutes les douleurs chroniques, hein, qu'elles soient du ventre, de la tête ou du gésier, toutes sont améliorables, disons. Et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, même si la douleur est toujours là, la qualité de vie est améliorée. Et ça, c'est quelque chose de primordial. Moi qui suis de l'ancienne génération, où on s'acharnait à avoir du quantitatif, ne fume plus, ne boit plus, n'est plus mal du tout. Maintenant, les jeunes, ils font du qualitatif et ils ont raison. Améliore ta vie. Et sois heureux. Hein. Moi, quand je fais ça, je ne m'envole pas. Les oiseaux, ils s'envolent. Ça ne me gêne pas. Ça me permet de vivre quand même s'envoler. Voilà. Très bien. Vous vouliez aussi, Jean, vous avez créé un petit protocole que vous avez appelé le Mudra de Jean, pour dire Jean Becchiot. Et vous nous le donnez maintenant ? Allez, je vous le donne. C'est vrai que dans le bouquin, j'ai mis 23 exercices et celui-là, c'est celui qui est le plus apprécié par les lecteurs. Quand je reçois des courriers ou des mails, ils me disent « Ah, celui-là, il m'a aidé, il m'a bien aidé, etc. » Par les sportifs, par les étudiants dont on s'occupe avec Sylvain aussi. Alors, je vais vous le proposer. Hein, alors, on y va tout de suite parce que le temps est compté. Oui, on a le temps. Prenez votre temps. Mais je prends mon temps. Elle est gentille, prenez votre temps. Voilà, ça c'est très bien. On voit la bonne formation ericksonienne. Alors, on prend déjà une position. Alors, je m'adresse donc aux personnes qui ont la chance d'être abonnées à votre chaîne. Prenez un problème que vous avez, qui soit un problème, soit une douleur physique, soit une souffrance morale, c'est-à-dire tout le champ des possibles. Ensuite, asseyez-vous dans une position tabourée, non pas en utilisant tout le fauteuil confortable comme ceux qu'on a chez Catherine, mais en avançant sur la chaise ou sur le fauteuil pour être dans une position tonique, équilibrée, qui favorise le travail. Placez vos mains comme ceci, et puis, dans cet exercice qui dure 3-4 minutes, à un moment, je vous demanderai de fermer une première main et de la placer à l'extérieur du corps fermé, puis de fermer la deuxième main, de la placer sur la poitrine fermée, d'ouvrir la première, d'ouvrir la deuxième et de terminer en reposant les mains sur les jambes. Alors nous y allons. Vous pouvez le faire avec les yeux fermés ou les yeux ouverts. Il vaut mieux le faire les yeux fermés. Vous pouvez fermer les yeux et chercher le but que vous donnez à cet exercice. Sylvain a parlé tout à l'heure de petits cailloux dans la sandale. Le petit caillou dans la sandale, c'est mon ancêtre romain empereur Jules César qui nous en parle dans la guerre des Gaules. Il nous dit que rien ne pouvait arrêter ses armées de légionnaires si ce n'est un scrupule, retenu par un scrupule. Et scrupulus en latin, c'est le petit gravillon qui se met dans la sandale du légionnaire et qui l'empêche de marcher. À ce moment-là, on s'arrête sur la route, on enlève la sandale, on enlève le gravillon, on masse le pied, on remet la sandale et on reprend le chemin de la vie. Cherchez le gravillon qui vous empêche d'avancer en ce moment sur le chemin de votre vie. Soit une douleur, mal de tête, mal de ventre, soit une souffrance, inquiétude, anxiété, crainte. Et lorsque vous l'avez trouvé, imaginez que ce gravillon, vous le mettez au centre de l'une de vos deux mains et vous la placez à l'extérieur de votre corps, le poing fermé, tourné vers la terre et vous l'oubliez. Puis, portez votre attention sur le creux de la deuxième main. Et dans cette deuxième main, dans ce creux, vous allez installer 3 trésors. Le premier trésor, c'est un paysage que vous avez aimé dans votre petite enfance. Et vous prenez le premier paysage qui vient, dans lequel vous avez effectué, bien sûr, une activité physique agréable ou utile. Le deuxième trésor, c'est un paysage que vous avez aimé dans votre adolescence, moment le printemps de la vie, disons, l'aurore de la vie. Et le troisième trésor, c'est un paysage dans la nature que vous aimez dans l'actualité de votre vie. Et là, vous allez précéder à une élection. Vous allez élire un de ces 3 paysages. Et vous allez élire celui qui en ce moment a le plus de lien, je dirais, avec votre cœur affectif. Et doucement, vous refermez votre main sur ce paysage sélectionné.
Et vous placez cette main fermée sur votre cœur, sur votre poitrine, en la gardant fermée. Puis, vous portez votre attention sur la première main, celle qui est tournée vers la terre, et vous l'ouvrez pour libérer ce qu'elle contient, qui a peut-être été utile à un moment et qui est devenu totalement inutile, et qui retourne dans le grand cycle des transformations. Car comme vous le savez, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et vous créez ainsi un vide utile et agréable que vous allez combler tout de suite, en ouvrant votre main qui est sur le cœur, en l'appuyant bien sur votre poitrine, et en vous incorporant, je dirais, dans le paysage choisi. Voilà, très très bien. En retrouvant l'action que vous êtes en train de faire réellement à ce moment réel de votre vie. Et là, nous allons faire une petite gymnastique respiratoire que Sylvain vous a déjà montré tout à l'heure. À l'inspiration, vous allez capter la force de la nature pendant à peu près 5 secondes d'inspiration. Et à l'expiration qui suit, vous mélangez cette force à votre propre force qui est à l'intérieur de vous, la force de vie. Voilà, très très bien. Et comme cela, vous inspirez en captant la force. Très très bien. Très très bien. Et vous expirez très très bien pour la mélanger à votre force de vie. Et vous continuez ce mouvement respiratoire en captant maintenant l'intelligence de la nature, cette sagesse de la nature qui fait que chaque chose est à sa place et utile. Et vous captez cette intelligence de la nature à l'inspiration, pendant à peu près 5 secondes, voilà, très très bien. Et à l'expiration, vous la mélangez à votre propre sagesse et intelligence. Voilà, 2 ou 3 fois, vous faites cela, voilà, très très bien. Très très bien. Et vous continuez en captant, très très bien, la beauté de la nature, car la nature est toujours belle, siège de la beauté. Vous la captez à l'inspiration et vous la mélangez à l'expiration. Captation pendant 5 secondes de la beauté de la nature et mélange à votre propre beauté dans cette action que vous êtes en train de faire dans la nature. Et vous faites cela aussi 2 ou 3 fois. Voilà, très très bien. Et vous mélangez comme cela la force, la beauté, l'intelligence, les 3 piliers de la philosophie grecque, pour ceux qui connaissent cela, voilà, très très bien, qui se mettent à votre service, au service du but que vous cherchez à atteindre. Et maintenant que vous avez effectué une bonne dizaine de mouvements respiratoires, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, eh bien vous allez en effectuer un autre, profond, une belle inspiration. À la fin de cette inspiration, vous ouvrirez les yeux et pendant l'expiration, vous poserez vos mains sur vos jambes. Et lorsqu'elles seront posées, vous ferez un bel étirement, même un faux bâillement. Voilà, qui va étirer vos muscles faciaux et tout ça, et vous faire fabriquer des protéines neuromusculaires détoxicantes et tonifiantes. Comme ça, en faisant ça, je vais fabriquer... Uniquement ça. D'accord. Ah ça, c'est une découverte intéressante des neurosciences. Chaque fois que je bouge un muscle, je l'étire ou je le contracte, agoniste, antagoniste, je stimule dans mes muscles la production instantanée de protéines qui s'appellent titine, irisine, cofidine, macousine, ils finissent toutes en -ine, qui sont libérées immédiatement dans le sang artériolaire et qui ont un effet tonica, détoxiquant sur les neurones et peut-être les cellules gliales du cerveau, ça on n'a pas le temps d'en parler. Et donc, amusons-nous à nous étirer de temps en temps, à bâiller de temps en temps. Or, on sait que pour les enfants, dans l'éducation, s'ils s'étirent ou s'ils bâillent, la maîtresse va leur donner 1 heure de colle, alors que l'enfant qui cherche à bâiller ou à s'étirer, il cherche justement à détoxiquer ses neurones pour apprendre encore plus. Voilà pourquoi on demande l'étirement en fin de séance, comme Sylvain vous l'a demandé en fin de séance tout à l'heure. Donc les neurosciences nous apprennent énormément de choses, puisque finalement, ce qui soutient à ces techniques d'activation de la conscience, c'est de créer finalement une bifurcation dans notre cerveau. On a ce signal de douleur et on va, au lieu d'aller sur cette autoroute de la douleur, on va trouver une sortie. Une sortie. En tout cas, un autre itinéraire possible. L'autoroute, c'est utile. Le signal douloureux, c'est quand même ce qui nous permet de nous préserver des dangers. Donc tant mieux qu'il existe, il n'est pas question de le supprimer. En revanche, quand c'est la seule route,
Ça peut être lassant, voire fatigant. On peut s'endormir au volant. Et il est important à ce moment-là de prendre un chemin de traverse. L'exercice, c'est ça. C'est de nous rappeler, quand on est sur une autoroute inconfortable, qu'il y a toujours la possibilité de prendre un autre itinéraire. Et en prenant cet autre itinéraire, peut-être je vais découvrir qu'il est plus favorable. Et peut-être même, je vais moins vite que sur l'autoroute, mais je préfère systématiquement aller Et donc, sur à cette force route-là. d'utiliser ce Ça va- chemin, on ça crée se une nouvelle renforce. autoroute. Tout à fait. D'accord. Oui, c'est ça. On utilise des autoroutes qui n'étaient pas utilisées. En voilà, tout cas, plutôt. Ah, ouais, d'accord, c'est ouais, des autoroutes qui ouais, étaient ouais. qu'on Un ne peu, voyait pas en mais, fait, qu'on ne savait pas. Oui, Il y a une Mais il y a dimension de l'idée- neuroplasticité Oui, c'est ça. créative. Oui, Est-ce ça, qu'on vous est avez en raison. train de connecter des choses Oui, qui n'étaient oui. pas connectées? Tout On à est en fait. train Oui. de faire un nouvel apprentissage en Oui. fait. On en fait un quelque nouvel sorte. apprentissage, on utilise des chemins qui n'ont pas été utilisés et on fait peut-être, mais ça c'est les neurosciences qui nous le diront, parce qu'on est, comme le dit notre grand ami Stanislas Dehaene, grand prêtre de la conscience, de la théorie de la conscience, on est à la préhistoire de nos connaissances dans le domaine des neurosciences et peut-être, oui, crée-t-on de nouveaux réseaux. Ça c'est l'espérance de l'avenir. Mais nous employons une deuxième métaphore encore plus fréquemment avec les patients, c'est la métaphore des lampes. Dans le cerveau, dans cette grosse masse gélatineuse, il y a de nombreuses lampes, disons, qui s'allument, qui sont toujours allumées avec une intensité variable. Et c'est sur ces lampes que nous agissons. Une maman vient me voir, elle a perdu son enfant il y a 6 ans, elle fait un deuil pathologique dont a parlé le docteur Fauré chez vous dans une remarquable émission que je recommande à regarder à ceux qui ne l'auront pas regardé. Merci. Il a travaillé dans le service de soins palliatifs du docteur Pourchet aussi. Et elle vient me voir, cette dame, elle a cette lampe allumée, cette lampe de la douleur, de la souffrance, elle a des colopathie, elle a mal à la tête. Cette lampe qui éclaire son chemin actuellement depuis 6 ans, qui l'amène au cimetière le matin, qui éclaire toute sa vie. Et je lui dis à la fin de l'anamnèse, cette lampe elle est là, madame, mais à côté vous avez d'autres lampes. Les lampes de vos ressources, de vos apprentissages, les lampes de ce que vous faisiez avant le décès de votre enfant bien-aimé, ces lampes, vous ne les utilisez plus et nos exercices TAC vont vous permettre non pas d'éteindre la lampe, que vous garderez toute votre vie, parce que la lampe mémorielle d'un enfant perdu par une maman qui l'aimait, on la garde toujours, mais ça va vous permettre d'avoir une autre lumière à votre disposition qui va vous permettre de reprendre les activités lumineuses que vous aviez avant le décès de votre enfant. Et cette dame m'a remercié parce qu'elle était dans notre domaine de la psychologie. Depuis 6 ans, elle avait fait beaucoup de thérapies qui toutes avaient essayé d'éteindre la lampe, c'est-à-dire de modifier le ressenti, de modifier le vécu dramatique de cet accident qui lui a fait perdre l'enfant. Elle m'a dit, c'est la première fois qu'on me donne cette possibilité. Elle a adoré, elle a adhéré, elle a pratiqué et elle a réussi à reprendre une vie qualitativement meilleure tout en gardant le souvenir de son fils bien-aimé. Et là, ça rejoint la notion de respect dont vous parlez en fait. C'est le respect. Respecter une souffrance, respecter une douleur, respecter la lumière, cette bougie qui brûlera éternellement dans le cœur de la maman plus que dans le cerveau. Voilà. Donc ce cerveau nous joue des tours quelque part quand il nous conduit à des schémas répétitifs, à des... Donc on peut, quelque part, on reprend le contrôle quelque part. C'est-à-dire qu'au lieu d'être sur l'autoroute du désespoir, on va tourner son volant. Donc ça demande un petit effort conscient, mais quelque part, on reprend le contrôle. Alors je ne sais pas si le cerveau il nous joue des tours, parce qu'il nous montre plein de chemins possibles. Et à certains moments, il peut être malade, le cerveau. Donc là, on est dans la maladie, et là, il y a des interventions du type TAC ou d'autres thérapies, ou même d'autres traitements qui sont plus opportuns. En revanche, le cerveau, il est là pour nous indiquer toujours la direction d'un changement. C'est-à-dire que cette douleur, je le rappelais tout à l'heure, cette douleur qui est devenue chronique, au début, elle a été utile pour me signaler quelque chose. Et puis, c'est là où il y a eu peut-être un dysfonctionnement, c'est-à-dire qu'il était prévu que cette douleur utile qui me signale quelque chose, elle disparaisse, elle s'éteigne, entre guillemets. Et puis, elle ne s'est pas éteinte, celle-là. Vous savez, c'est un signal d'alarme qui est fait pour nous prévenir. Et puis, c'était une alerte, donc on l'éteint, celui-là, parce qu'il n'y a pas de danger. Si ça continue de sonner, oui, c'est qu'il y a un truc à aller modifier. C'est là que les TAC vont être utiles pour remettre le système dans sa pleine potentialité. C'est normal qu'il y ait un système d'alarme qui soit actif. Juste parfois, il faut aller le régler un peu. Oui. Là, c'est un peu le problème auquel vous pourriez consacrer une émission avec d'autres spécialistes sur réalité et illusion.
Et disons, le patient qui est dans la douleur, puisqu'on parle de la douleur dans cette émission, il est dans l'illusion, il sort de la réalité. Il est dans l'illusion que ça va aboutir à une finitude désagréable, comme dirait François Roustan dans Il suffit d'un geste ou dans son premier bouquin sur l'hypnose ericksonienne. Et nous, il faut qu'on arrive à replacer le patient dans la réalité de ce qu'il est en train de vivre, en lui donnant justement cette lumière de l'espoir, de l'espérance, qui va être le moteur pour le faire avancer vers ce but qui sera parfois la disparition de la douleur, toujours une amélioration du confort. Donc alors, cette lumière que vous allumez, c'est par une métaphore. Vous avez d'autres lumières ou vous avez d'autres métaphores à nous dévoiler ou... Cette lumière, on la garde en ce moment. On a d'ailleurs acheté tous une petite lampe. Vous savez, on ouvre et ça s'allume, on ferme, ça se referme. Avant, je mettais le stéthoscope autour du cou pour que le patient sache bien que je suis un médecin et non pas un simple sous-soignant. Je blague, bien sûr. Maintenant, nous avons cette lampe et la maman, par exemple, dont je vous ai parlé, quand je lui ai dit, Madame, dans votre cerveau, vous avez une lampe, j'ai pris cette lampe et je l'allume. Je la mets devant mon cerveau, pas devant le sien. Et quand je lui dis, vous avez les lampes des ressources, j'allume la lampe de l'autre côté, là aussi. Pour que les patients, de façon concrète et objective, sortent du subjectif, de l'illusion dont je viens de parler, et qu'ils soient dans la réalité. Car ces lampes, c'est une réalité. On n'a pas le temps d'en parler. C'est le couple neurone-cellule gliale qui existe dans le cerveau et qui varie d'intensité selon que la cellule gliale permet aux neurones de laisser passer son électricité ou pas, dans un sens, en haut, en bas, à droite, à gauche, dans les nombreux carrefours dont Sylvain a parlé, les autoroutes qu'on a dans le cerveau. Très bien. Le mot de la fin. Le mot de la fin, on vous remercie de nous avoir invités déjà, Oui, parce que c'est vrai que les TAC sont jeunes, on les a créés en 2015, on a été 4 mousquetaires courageux à quitter nos anciens habits de tout ce qu'on avait appris. Et c'est pas facile, surtout les plus âgés comme moi, plus facile pour les jeunes. Et ces TAC, on voit, ils deviennent maintenant populaires, ils sont faciles à enseigner, faciles à utiliser par les patients. Je vois ce jeune homme qu'on a formé le week-end dernier dans notre diplôme universitaire de TAC, 2 journées de formation seulement. Eh bien, le vendredi et le samedi. Le lundi, il a essayé les TAC chez ses patients de psychiatrie et il m'a envoyé 5 jours après, même 3 jours après, un mail dithyrambique parce qu'il m'a dit « Ah, qu'est-ce que ça me fait gagner du temps et qu'est-ce que les patients sont contents ?» Et c'est ça le plus important. Le but, quelle que soit la technique, que ce soit l'hypnose, le MDR et les autres, c'est que le patient soit satisfait de notre technique et de notre lien thérapeutique. Oui, on sent une nouvelle ère qui arrive avec une démocratisation finalement, avec cette utilisation disponible, efficace, en quelques points, qu'on peut s'approprier. Donc moi, je repars avec mon exercice à pratiquer. Tout à fait. Et le but, c'est ça. Nous sommes des partenaires sur ce chemin voilà, d'espérance dont parle Jean. Le patient, il cherche auprès de différents soignants, auprès de ses ressources, de ses proches, toutes les opportunités pour aller mieux. Eh bien, faisons en sorte que sur son chemin, on soit des accélérateurs, des incubateurs, pour aller dans la métaphore que vous utilisez, très actuelle, de son changement, de sa transformation vers du soulagement et d'autres potentialités, parce qu'elles sont toujours là, celles-là. Je trouve que ça puise aussi dans la PNL, dans la programmation neurolinguistique, et ça me rappelle finalement, je ne sais pas si vous connaissez Michel Cardon. Oui, tout à fait. Voilà. Bah, tout à fait. Et qui raconte en fait dans son livre, il s'est intéressé aux addictions et à l'alcool en particulier. Tout à fait. Et il travaille dans un centre pour libérer les gens de l'alcool avec des médicaments. Il y arrivait peu. Et puis il est tombé sur un article d'Alan Carroll oui. dans le magazine Psychologie. Donc vraiment, je parle des années 80. Oui, tout à fait. Et qui s'est mis à demander aux patients des souvenirs agréables et qui les ancrait en fait sur leur pouce. Et après, tous les gens frappent à leur porte en disant « je veux la même chose, je veux la même chose ». Tout à fait. Et donc, c'est finalement un outil très simple, simple, qui demande un certain savoir-faire. Qui demande un apprentissage quand même. Un apprentissage à mettre en œuvre et qui apporte immédiatement un soulagement. Assez rapidement. Et c'est vrai que vous parlez d'addiction, on devait parler de douleur, on a parlé de douleur, mais dans les addictions, on n'interdit plus au patient de fréquenter son produit addictant. On lui dit, dans votre vie, qu'est-ce que vous ne faites plus ou qu'est-ce que vous êtes obligé à faire à cause du produit addictant. Et on agit sur ces petits éléments du quotidien.
et en gommant ces petits éléments du quotidien dans des thérapies qui sont longues. Hein. Pour les addictions, il faut 1 an de thérapie à peu près. On ne va pas faire arrêter une personne comme cela de drogue ou d'alcool. Eh bien, on arrive à améliorer la qualité et le patient est heureux en fin de parcours au bout d'1 an. Très bien. Donc les TAC, ce n'est pas que les douleurs chroniques, c'est les douleurs physiques, les douleurs morales. Donc finalement, Oui. c'est tout en fait. C'est aussi des étudiants qui ont des troubles de l'apprentissage, qui n'ont pas confiance en eux, qui ont des troubles de mémorisation. Par exemple, ça, on s'en occupe à la Salpêtrière bientôt à l'Université de Lyon aussi, où les étudiants font appel à nous, surtout en médecine, les étudiants en médecine qui ont une charge mentale très lourde. Et disons, voilà, on leur apprend à être plus confortables dans leurs apprentissages. C'est des sportifs. C'est monsieur et madame tout le monde qui veulent améliorer leur quotidien stressé, trop stressé ou trop peureux ou trop angoissé, et qui peuvent apprendre des exercices comme cela. Alors pour monsieur et madame tout le monde, j'ai du nouveau dans l'hypnose et technique d'activation de la conscience qui est paru aux éditions Odile Jacob, voilà, votre livre. Et moi je fais de la pub effectivement pour les TAC parce que je trouve que cette diffusion rapide qui reprend une partie de l'hypnose, je dirais, est vraiment passionnante. Et tout le monde pourrait... enfin, voilà, je souhaite, de toute façon, moi, que la virtuose de l'hypnose, finalement, c'est quoi? Je souhaite rendre l'hypnose plus transparente et puis en même temps que ça soit diffusé, en fait. Bien sûr. Tout à fait. Donc, avec Merci les TAC, il me beaucoup semble que ça peut être diffusé encore plus largement. Tout à fait. Et en plus, Voilà. vous avez une chaîne de l'hypnose. Moi, en tant qu'ancien de l'hypnose, là, sur le marché, ne renions pas l'hypnose. Et ceux qui sont formés à l'hypnose ericksonienne, qu'ils continuent à la pratiquer dans ces bonnes indications. Là aussi, il y a des bonnes indications pour l'hypnose ericksonienne, de bonnes indications pour le MDR, de bonnes indications pour les TAC. À nous, praticiens, de trouver, je dirais, la corde de la harpe qui permet d'avoir la mélodie la plus agréable pour le patient, pour l'orienter vers le confort. Très bien. Eh bien, je vous remercie infiniment. Donc, bonne pratique, hein, puisque maintenant vous avez tous les outils pour pratiquer vous-même et pour vous devenir autonome et pour prendre l'autoroute, la deuxième autoroute qui était cachée, hein, mais qu'on peut tourner son volant pour y aller, de façon à trouver le chemin du soulagement, de l'amélioration de la vie, du meilleur confort et de la qualité de vie. C'est à vous de jouer. À bientôt sur ABC Talk et dans les virtuoses de l'hypnose.